Alors, comme sujet de dissertation, les guerres d'aujourd'hui sont-elles les mêmes que celles d'hier? C'est une interrogation qui peut paraître un peu simpliste comme ça, mais qui est réellement porteuse de tout un tas de réflexions sur les transformations qu'ont connues les guerres au XXe et surtout au XXIe siècle, depuis une trentaine d'années, et sur ce qui faisait les conflits d'antan, notamment les guerres mondiales, mais on peut remonter plus loin, ou les guerres coloniales. Et là, on va approfondir la réflexion. Bon, on pourrait être étonné dans cette petite réflexion de dissertation là, de ne pas retrouver des éléments sur les normes westphaliennes de l'état de la guerre ou autre par moments qui sont un petit peu exclus, mais la réflexion elle porte à partir de deux historiens et politologues. Donc Martin van Creveld, israélien, qui disait que les guerres conventionnelles entre États, les guerres interétatiques avaient disparu, et Bruno Tertrais qui lui dit que le conflit armé à grande échelle entre deux groupes humains, c'est ça une guerre. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on a toujours affaire à des grandes armées nationales, à des États qui s'affrontent? Est-ce qu'on a affaire à d'autres formes de guerre, comme on a pu en discuter parfois autour de la notion de guerre intra-étatique, guerre asymétrique, acteurs non conventionnels, les groupes terroristes, les groupes criminels ou autres? C'est une réflexion qu'on doit mener à travers plusieurs petits stades. Alors, la rupture de 1991, elle est liée à la chute de l'URSS, à la fin de la guerre froide, mais on vous parle dans cette dissertation d'une autre rupture, qui est celle de 1945, parce que justement, la guerre froide avait empêché, ou en tout cas congelé certains conflits entre États, au profit de la logique des blocs communistes contre blocs capitalistes, et les guerres civiles sont celles qui ont le plus éclaté durant cette période, comme la guerre du Liban. Alors, on vous parle notamment de pas mal dans cette petite partie, hein, si vous lisez, des États qui sont déstabilisés par des logiques séparatistes, par des groupes islamistes, ou ce qu'on appelle des guerres hybrides, voilà, avec des guérillas. C'est souvent le cas lorsque l'État ne contrôle pas totalement le territoire. C'est un peu l'héritage de la colonisation et d'États qui sont pas totalement construits et qu'on a lâchés un peu comme ça au moment des indépendances. Alors, à travers tous ces exemples et puis le plan, on peut citer des cas très concrets comme celui du Soudan, où un État central a été soumis à des logiques qu'on peut dire centrifuges, hein, comme ça, où plusieurs régions se sont détachées, où d'autres étaient en guerre civile. C'est un type de logique de guerre civile qu'on retrouve en Irak, par exemple, où vous vous souvenez, chiites, sunnites, kurdes se sont partagés des morceaux avec l'État islamique aussi à un moment. Alors ici, le Sud-Soudan, qui est lui-même un morceau du Soudan qui s'est détaché, qui a pris son indépendance, a connu une guerre de 7 ans extrêmement dure entre le gouvernement qui avait remporté l'indépendance et des groupes armés qui étaient historiquement opposés à ce gouvernement, ce qui fait que vous avez des logiques de fragmentation toujours plus importantes des États qui sont liées à des intérêts parfois très régionaux ou autres, mais aussi parfois à des intérêts économiques tout bêtes. Alors là, tout un tas de choses sont abordées, que ce soit la piraterie, l'opposition de certains États sur le nucléaire aux États-Unis, ou la faiblesse des États qui n'arrivent pas à contrôler leur territoire. On vous rappelle encore le Soudan, mais aussi la Yougoslavie, que certaines logiques de conflit sont liées à l'impossibilité d'un gouvernement central d'imposer son autorité au reste du pays. Donc ça déclenche une guerre civile assez rapidement, comme avec la. Donc, dans une deuxième partie comme celle-ci, la guerre interétatique n'a pas disparu. Il est intéressant de rappeler en quoi ce type de conflit était dominant pendant toute une période, que à partir de 1945, puis de la chute de l'URSS, ça a changé. De manière assez ironique, il a été inscrit en Europe, aucune guerre interétatique ne s'est déroulée depuis 1945. Et là, on se retrouve confronté avec Russie et Ukraine à quelque chose d'assez différent. Alors, comme dans cette argumentation, il est intéressant de rappeler que plusieurs États sont toujours dans des tensions historiques très fortes, que ce soit les deux Corées, l'Inde et le Pakistan. Tous ont intérêt à s'armer, à créer des armées toujours plus capables de rivaliser avec l'adversaire, et aussi affirmer leur puissance et leur capacité de projection, là comme la Chine. Donc certains États investissent massivement dans le militaire, mais comme les États-Unis de toute façon. Alors ici, une petite carte pour que vous puissiez visualiser
La nuance de taille sur l'absence de guerre en Europe, là les Russes nous ont permis de passer une autre dimension. L'Ukraine, qui est tout de même un État indépendant depuis 30 ans et qui a une histoire qui lui est propre, a été envahie en partie. Alors, en ce moment, on va dire début mai 2022, on se retrouve avec toute une partie justement des zones frontalières Est qui sont sous occupation avec des combats intenses. Alors ici, on vous invite à détailler l'ensemble de types de conflits interétatiques nouveaux qui peuvent se déployer, ce qu'on appelle les guerres d'intervention qui servent à appuyer des interventions, des missions par exemple antiterroristes. Les Américains qui sont capables de mener ce qu'on appelle des guerres préemptives face à l'imminence d'une attaque ou d'une agression, ça c'est pas toujours prouvé, et les guerres préventives comme celle d'Irak, où ils ont prétexté un danger venant de l'Irak pour envahir le pays. Alors le tout aboutissant à une guerre totalement asymétrique d'un État de, à l'époque, 25 millions d'habitants, très appauvri par les sanctions internationales, face à la première puissance mondiale qui a été en capacité de projeter 4 à 500 000 soldats, troupes, des milliers de chars, hélicoptères, avions ou autres, pour écraser l'Irak, mais sans jamais pouvoir tenir le pays, parce que l'occupation militaire d'un pays est bien plus complexe, comme vous le savez. Alors, un dernier petit point à aborder, parce que nous, on a eu le temps de traiter le thème sur la connaissance. Vous pouvez mentionner les cyberattaques, que ce soit Russie contre Estonie, États-Unis contre Iran ou Israël contre Iran, qui sont une nouvelle manière de mener la guerre sans fondamentalement mettre en danger la vie de ses soldats. Et qui sont une manière d'avoir aussi des conflits interétatiques. Je vous ai dit que les Russes étaient souvent confrontés aux cyberdéfenses françaises ou américaines. La conclusion finale, c'est bien que les guerres interétatiques ont reculé face à des conflits civils non conventionnels, face à des acteurs différents, comme si on prend le Mexique face au cartel de la drogue ou face à des groupes terroristes. Mais la guerre conventionnelle reste quand même un horizon pour tout un tas de phénomènes. Et quand on réfléchit sur la Syrie, on avait affaire à une guerre intra-étatique où tous les acteurs internationaux s'en sont mêlés, y compris les Nations Unies. Donc il est possible d'utiliser également le terrain syrien pour décrire les situations actuelles. Vous avez des grandes puissances qui sont intervenues en Syrie dans un conflit qui a impliqué des acteurs conventionnels, non conventionnels, qui impliquait un État, qui impliquait les grandes puissances entre elles. Tout ça pour arriver sur une citation de Raymond Aron, l'âge des guerres s'achèvera-t-il en une orgie de violence ou un apaisement progressif, à laquelle vous pouvez répondre justement, la paix semble peu probable aujourd'hui.